Bonjour Monsieur le Président, Bonjour. merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Il y a 115 ans a été votée la loi de séparation entre l'Église et l'État. Hier, le gouvernement a présenté une loi pour conforter les principes républicains. C'était indispensable. La laïcité, elle est notre façon de vivre. Donc, il faut appliquer d'abord les lois de la République, celles qui avaient été votées il y a donc 115 ans, en 1905. Ces lois ont été ajustées au cours du temps. Souvenez-vous, par rapport aux signes religieux, il y a eu une loi, c'était Jacques Chirac qui en avait pris l'initiative, une loi consensuelle, et elle avait permis justement de régler un certain nombre de questions liées aux établissements scolaires. Mais il fallait légiférer à nouveau ? S'il fallait légiférer, peut-être y avait-il, notamment après ce que l'on avait relevé suite à la mort de Samuel Paty, la haine en ligne, une façon de faire pression, d'utiliser un certain nombre d'instruments technologiques pour conduire des éléments radicalisés à commettre des actes barbares. Oui, là-dessus, je pense qu'il y avait matière sur la haine en ligne. Sur le reste, il peut y avoir des compléments, la discussion parlementaire le dira, mais appliquons déjà les lois existantes. Jean-Luc Mélenchon considère que c'est une loi contre les musulmans, qu'il y a une forme de haine des musulmans déguisée en laïcité. C'est le procès qui est fait, notamment à ce projet de loi. La laïcité, je ne cesse de le dire devant les collégiens, les lycéens qui m'interrogent. La laïcité, ce n'est pas comme la liberté, l'égalité ou la fraternité. C'est pas ce qu'on ressent comme un droit naturel. C'est ce que nous avons voulu construire dans la République. La laïcité, si on interroge beaucoup de Français, elle est un peu mystérieuse. Certains pensent que c'est des lois contraires à la liberté religieuse, alors qu'au contraire, ce sont des lois qui ouvrent la liberté religieuse, qui la garantissent. J'explique souvent à ces jeunes, en France, il n'y a pas de religion d'État. Personne n'est amené à afficher sa religion ou à dire qu'il n'en a pas. Donc, nous avons cette liberté-là. C'est ça la laïcité. En revanche, il y a des règles à observer dans la vie en commun. Il y a des endroits où on peut afficher sa religion et d'autres où on ne le peut pas et où on ne le doit pas. Et c'est le sens de l'application de la laïcité qui n'a pas besoin d'être stricte ou tolérante. C'est la laïcité, c'est la loi de la République. Et pour les enfants, pour les collégiens, pour les lycéens, c'est très important de se pénétrer que, en définitive, qu'on soit musulman, juif, catholique ou rien du tout, on est en liberté. Mais vous dites qu'il faut une extrême fermeté par rapport à ceux qui considèrent que les lois de la religion, les lois de Dieu, s'imposent aux lois de la République. C'est à cela que veut répondre le gouvernement, considérant qu'il y a une partie de l'islam radical qui veut imposer cela à la République française. Oui, mais ça ne passe pas nécessairement par la loi. Quand il y a des individus, des groupes assez bien organisés d'ailleurs, qui font valoir qu'il y aurait d'autres lois que les lois de la République. Là, il faut mener une action sur le terrain. Il faut que l'école prenne de toute sa place. Il faut que ces comportements-là soient dénoncés. Il faut que les parents soient alertés, avertis. Il faut que dans les lieux de culte où ces prêches sont prononcées, eh bien, il y ait des actions qui soient préventives, voire même répressives. Donc voilà, c'est pas simplement par la loi. Pardonnez-moi de vous couper, Monsieur le Président, mais est-ce que vous prendriez ce sujet différemment aujourd'hui, après la mort de Samuel Paty, si vous étiez aux responsabilités? Mais j'ai été aux responsabilités quand il y a eu des attaques terroristes islamistes. Et ma réaction, ma volonté, ça a été d'assurer à la fois la fermeté nécessaire, il fallait lutter contre la guerre qui nous était faite et qui continue sous d'autres formes à nous être faite par l'islamisme radical, et il fallait unir les Français, éviter qu'il y ait stigmatisation ou qu'il y ait division. Et je pense que dans ces périodes-là, j'ai été fier de la réaction des Français, nous avons tenu bon, aussi bien après les attentats contre Charlie et l'Hypercacher qu'après ce qui s'était produit au Bataclan, sur les terrasses Stade de France. C'est l'un des risques aujourd'hui. Donc il faut montrer de la fermeté, de la rigueur. Il faut montrer que nous sommes dans une République qui a des règles. Et il faut aussi unir les Français, faire qu'aucune personnalité ou aucune personne ne se sente dehors. La Turquie alimente l'idée que la France est islamophobe. Erdogan multiplie les sorties violentes contre le président de la République, dénonce une France gangrénée par le racisme. C'est ce qu'il a dit hier à la veille du Conseil européen. Comment est-ce que l'on répond à l'insulte quand elle vient d'un chef d'État étranger comme Recep Tayyip Erdogan? Ça fait déjà plusieurs mois que le président turc commet des propos, mais commet des actes aussi. En Syrie, en Arménie,
On voit aussi son attitude en Libye. Il est aussi dans un rapport conflictuel avec la Grèce. La Turquie, elle est membre de l'OTAN. Et de plusieurs fois, je me suis exprimé là-dessus. Comment être dans une alliance, puisque l'OTAN est une alliance, avec un pays dirigé par un président qui attaque verbalement au moins, quelquefois ça peut aller plus loin avec la Grèce, qui attaque un autre pays. Eh bien, il y a des règles. On met ce pays de côté et on le met à part. De la même manière, en ce moment même, il va y avoir une réunion du Conseil européen. La Turquie, qui est dans une attitude de vouloir adhérer, même si je crois qu'aujourd'hui, cette question est derrière nous. Mais la Turquie, qui a des accords avec l'Union européenne, doit avoir des sanctions compte tenu de son attitude. On ne peut pas insulter. Ce n'est pas insulter le président, c'est insulter la France, en l'occurrence. C'est insulter ses lois. Nous, on ne met pas forcément en cause les lois en Turquie. Et il y aurait à dire l'opposition en Turquie, les Kurdes qui sont poursuivis, quelques-uns massacrés, la presse qui est muselée. Il est temps de fixer une ligne rouge. Mais oui, les lignes rouges, il faut les fixer, mais surtout, quand elles sont transgressées, il faut les sanctionner. Le Premier ministre fait une conférence de presse ce soir. Les mesures de déconfinement seraient en suspens en raison des mauvais chiffres de l'épidémie. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait encore reporter l'ouverture des cinémas, l'ouverture des théâtres, maintenir les attestations, peut-être même limiter les déplacements la semaine prochaine? Est-ce qu'on n'a pas atteint le seuil d'acceptabilité? Vous savez, c'est facile de faire des leçons, de dire ce qu'il faudrait faire. Il y a des données qui sont objectives, le nombre de personnes qui sont aujourd'hui infectées. Donc, il y a une responsabilité à prendre. Il y a des scientifiques qui nous donnent un certain nombre d'avis. C'est difficile, c'est dur. Je pense qu'il faut, notamment sur le secteur de la culture et pour les cinémas ou pour les théâtres, qui prennent toutes les précautions sanitaires. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas casser ce qui est quand même un élément de rencontre et d'émotion. Ce qui vous inquiète, c'est l'après? En plus, ce qui m'inquiète le plus, c'est que si on continue, et il faut le faire, à avoir des mesures de restriction, c'est l'économie qui en est directement affectée. On ne le voit pas forcément aujourd'hui avec un œil parfaitement rigoureux, parce que, en définitive, c'est quand la mer du Covid va se retirer qu'on va découvrir, hélas, des entreprises qui ferment, des boutiques qui ne peuvent pas réouvrir, des licenciements, de la précarité, de la pauvreté. Elle est déjà là, la pauvreté et la précarité. Donc, en même temps que le gouvernement annonce, et c'est nécessaire, des mesures difficiles, nous devons, le gouvernement, les pouvoirs publics, assurer une solidarité et une action économique d'envergure. Il y a 5 ans retentissait le coup de marteau de Laurent Fabius pour entériner l'accord de Paris. 5 ans après, l'engagement des États, et en particulier celui de la France, est-il à la hauteur, François Hollande? Non, le monde n'est pas à la hauteur. C'est vrai qu'en décembre 2015, il y a eu une décision historique. Vous parlez du marteau de Laurent Fabius. Ben oui, parce que tous les pays, j'étais donc là comme président du pays hôte, on avait beaucoup travaillé pour qu'on obtienne cet accord. C'était fait. Et donc nous pensions que les engagements allaient être tenus. Ils ne l'ont pas été, tous. Et notamment les États-Unis qui s'étaient retirés avec Donald Trump de cet accord. Mais même les pays qui étaient restés dans l'accord n'ont pas eu la volonté, il y a d'autres problèmes, il y a toujours d'autres priorités, d'appliquer strictement l'accord. Mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que depuis 5 ans, les émissions de CO2 ont continué, mais nous savons maintenant, grâce aux experts, aux scientifiques, que le réchauffement que nous voulions limiter à 1 degré Celsius d'ici la fin du siècle, ou 2 degrés Celsius, peut être à 3, voire même 4, ce qui entraînera des catastrophes considérables, pas dans 100 ans, là, dans les prochaines années. Donc, il faut non seulement appliquer l'accord de Paris, mais il faut renforcer les engagements qui ont été pris. Ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Europe, là encore, des décisions... Qui a lâché ses objectifs en matière de protection de l'environnement? Vous considérez qu'on n'en fait pas suffisamment? On n'en fait jamais assez. Oui, mais là, précisément. Mais là, je crois qu'il y a eu quelques atermoiements, mais c'est l'Europe qui est en cause aussi, puisque l'Europe doit fixer de nouveaux objectifs, et on va voir dans les prochaines heures. Et j'appelle les Européens à prendre conscience qu'ils doivent être un exemple pour le reste du monde. Lorsque Joe Biden revient vers l'accord de Paris, faisons en sorte que les Européens soient les premiers. Merci, Monsieur le Président Staveau-Laurent.